Afin de mieux comprendre ce principe vital qu'est la respiration, nous vous proposons quelques rappels physiopathologiques. Nous aborderons dans un premier temps une présentation des mouvements respiratoires. Instinctive et automatique à la naissance, la respiration est vite perturbée par les traumatismes petits et grands qui se sont inscrits inconsciemment dans le corps. Ils y laissent des tensions qui perturbent le schéma respiratoire. La prise de conscience de ces freins permet de s'en libérer. En apprenant consciemment à bien respirer, nous pouvons retrouver une respiration fluide, libre, efficace. L'inspiration se déroule en 3 phases. L'inspiration abdominale, puis thoracique moyenne et la phase thoracique haute ou claviculaire. Puis vient l'expiration. Chaque phase de l'inspiration agit sur une zone particulière des poumons. Lors de la respiration abdominale, la contraction du diaphragme se traduit par un abaissement de son centre phrénique avec aplatissement de la coupole. Ce mouvement de descente du diaphragme a pour conséquence la poussée des viscères abdominaux vers le bas et si la ceinture abdominale est normalement souple, il provoque le gonflement du ventre. Cette phase de descente du centre phrénique réalise une première ouverture thoracique par le fond du thorax vers le bas. Dans cette phase, la partie inférieure des poumons est oxygénée, ce qui provoque une sensation de calme et de détente. La respiration abdominale est la base de tout exercice de relaxation ou de santé. Dans cette étape, le centre phrénique est stabilisé sur les viscères afin que les fibres musculaires poursuivant leur contraction engagent l'élévation des côtes basses sur lesquelles elles sont insérées, permettant l'ouverture en largeur de la partie inférieure du thorax. Elles libèrent la pression du cœur, améliore le fonctionnement du foie, de la rate et de l'estomac. Elle favorise l'élasticité de la cage thoracique. Au cours de cette phase, la portion médiane des poumons s'enfle et s'oxygène. La respiration claviculaire procure un complément de volume d'air que l'on peut utiliser. Au cours de cette phase, les intercostaux externes et les surcostaux, ou élévateurs des côtes, poursuivent l'ouverture thoracique avec l'élévation des côtes supérieures. De plus, sous l'action des scalènes, les clavicules se soulèvent légèrement. L'oxygénation concerne alors la partie supérieure des poumons. Elle renforce les nœuds lymphatiques et peut éviter de nombreuses affections respiratoires, trachéite, bronchite. Elle nettoie le lobe supérieur des poumons, souvent très mal oxygéné, surtout chez les fumeurs. L'expiration libre correspond à une expiration de repos avec un volume expulsé modéré. Les muscles inspirateurs se relâchent, le thorax se ferme passivement. Le diaphragme se relâche également. Normalement, cette fin d'expiration correspond à un retour à l'état d'équilibre des pressions internes. L'expiration active permet d'augmenter le volume ou la puissance de l'expire et requiert une action musculaire.
La fermeture active du thorax se fait par la contraction des expirateurs costaux et des carrés des lombes qui accentuent la fermeture des côtes basses dans les 3 directions de l'espace. Le serrage de la sangle abdominale se fait par l'action des obliques qui se situent en phase intermédiaire et appartient aussi bien à l'étape thoracique qu'à l'étape abdominale de fermeture. Cette contraction est accompagnée et soutenue par celle du transverse. La respiration se trouve souvent perturbée par les traumatismes, petits et grands, qui s'inscrivent inconsciemment dans le corps au fur et à mesure de notre développement. Ils y laissent des tensions qui perturbent le schéma respiratoire. La prise de conscience de ces retenues respiratoires renvoie aux causes émotionnelles du blocage et permet de s'en libérer. Le diaphragme fonctionne en synergie avec la sangle abdominale, principalement le transverse, qui doit être tonique et élastique. Les abdominaux trop contractés empêchent la descente du centre phrénique et l'ouverture abdominale. La respiration reste costale essentiellement. Les abdominaux trop relâchés, le centre phrénique ne trouve pas d'appui pour déclencher l'ouverture costale. La respiration reste principalement abdominale. Le diaphragme bloqué en inspiration entraîne une horizontalisation de l'estomac et l'élévation du pylore, la sortie de l'estomac. De ce fait, l'estomac a du mal à se vider complètement, d'où la sensation de ballonnement après l'absorption de quelques bouchées. La digestion est lente et il se produit une tendance à l'autodigestion de la paroi stomacale. Apparaissent alors gastrite et ulcération. D'autres symptômes peuvent accompagner le blocage diaphragmatique en inspiration. La pression du diaphragme sur l'estomac entraîne un spasme de l'orifice œsophagien, l'entrée de l'estomac. Ce sphincter, qui travaille alors de façon permanente, perd ses qualités proprioceptives, c'est-à-dire sa vigilance et la pertinence de sa contraction. D'où les régurgitations œsophagiennes fréquentes avec la sensation de boule à l'estomac. Il existe parfois des spasmes consécutifs à l'irritation de la muqueuse. Au niveau lombaire, le diaphragme tire sur ses insertions en synergie avec l'épi épineux, muscle de la colonne vertébrale, provoquant une lordose, c'est-à-dire un creux, accentué au niveau de la colonne dorso-lombaire. Le cœur repose sur le diaphragme et il est rattaché à la colonne cervicale par son enveloppe, le péricarde. Quand le diaphragme est bloqué en position basse, en position inspiratoire, le péricarde est étiré et le cœur est obligé de fonctionner dans une enveloppe trop serrée, ce qui peut entraîner des palpitations cardiaques. Si le blocage est très important, il peut même exister une répercussion sur la colonne cervicale qui, sous tension, peut devenir elle-même douloureuse. Dans le mouvement d'expiration libre, la réalité clinique montre que les tensions sont souvent telles que le mouvement de relâchement du diaphragme devient insuffisant. Dans le cas d'un diaphragme bloqué en expiration, l'estomac se retrouve verticalisé avec une diminution du support du mésocolon transverse. Il est étiré et les capteurs de pression donnent une information erronée d'estomac plein. Apparaissent alors des douleurs, une sensation de poids dans l'estomac après avoir juste absorbé quelques bouchées. Un diaphragme bloqué en expiration a tendance à provoquer des crampes d'estomac. Le diaphragme est le plancher de la cavité thoracique et le plafond de la cavité abdominale. Plusieurs structures le pénètrent et subissent son influence. Le mouvement d'abaissement et d'élévation du diaphragme pendant la respiration masse directement ou indirectement l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins et les reins. Ce mouvement diaphragmatique accentue le mouvement intestinal, le flux du sang et de la lymphe, ainsi que l'absorption des éléments nutritifs.
Ces mouvements sont indispensables au bon fonctionnement des viscères. Une limitation dans l'amplitude de mouvement du diaphragme a des répercussions sur le fonctionnement interne du corps. Afin de mieux comprendre l'impact des troubles de la physiologie respiratoire sur la santé, nous vous proposons une approche des fonctions biochimiques de la respiration. Quelle que soit la forme de notre respiration extérieure, il se produit au même moment un processus intérieur. C'est dans la cellule, et en particulier dans les mitochondries, que l'oxygène inhalé participe à l'oxydation des dérivés des sucres, des lipides ou protéines. Cette respiration cellulaire dégage de l'énergie, de l'ATP, directement utilisable par le corps. En l'absence d'oxygène, un processus beaucoup plus simple a lieu dans le cytoplasme. Il prend le nom de glycolyse et consiste en une dégradation partielle des sucres. Il dégage une quantité d'énergie très inférieure à la respiration et dans certaines cellules, il peut être suivi d'une fermentation. La respiration, qui a pour but de produire l'ATP, comprend des réactions qui dépendent de 3 processus biochimiques différents, coordonnés entre eux. Le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique, qui consiste en une série de réactions chimiques qui ont lieu grâce à l'intervention d'un groupe d'enzymes solubles présentes dans la matrice ou sur la membrane interne de la mitochondrie. Ce cycle entraîne la production de gaz carbonique et la soustraction d'électrons aux molécules oxydées. La chaîne respiratoire ou système de transport des électrons, au cours de laquelle les groupes d'électrons sont liés et transférés par des transporteurs spécialisés jusqu'à ce qu'ils se combinent avec l'oxygène moléculaire pour former de l'eau. Et enfin, un système de synthèse de l'ATP qui fonctionne à contresens de la chaîne respiratoire et qui incorpore un groupe phosphorique dans une molécule d'ADP ou adénosine triphosphate. La synthèse de l'ATP à partir de l'ADP prend le nom de phosphorylation oxydative et nécessite de l'énergie. L'énergie utilisée pour lier un groupe phosphorique à l'ADP est celle qui se libère pendant le transport des électrons. Chaque coenzyme réduite peut théoriquement former 3 ATP, si bien qu'à partir d'une molécule de glucose, on peut obtenir 36 ATP, soit environ 686 kcal. C'est précisément ce qui a lieu dans la chaîne respiratoire. Pour régler ces fonctions, le centre de la régulation respiratoire se fonde sur l'équilibre acide-base. Les cellules du bulbe rachidien sont sensibles à cet équilibre. Pour rester en bonne santé, le sang doit rester légèrement basique avec un pH de 7,4, plus ou moins 0,04. Au-delà de ces écarts, cet état peut être dangereux. Lorsque l'activité chimique du corps augmente, du fait d'un effort physique, un stress, une stimulation sensorielle, le corps génère plus de dioxyde de carbone et d'autres acides qui augmentent l'acidité du sang. Pour compenser cette augmentation et maintenir l'équilibre, le centre respiratoire accélère automatiquement la vitesse de la respiration. Cela permet d'apporter un supplément d'oxygène devenu nécessaire et de chasser le gaz carbonique en excès. Lorsque par la relaxation et le repos, l'activité chimique du corps diminue, celui-ci produit moins de dioxyde de carbone et la respiration se ralentit.
Nous avons vu que lors d'un stress, le diaphragme se bloque en position basse inspiratoire. D'un point de vue chimique, lors d'un stress insuffisamment géré, le corps fabrique de l'adrénaline. Ceci correspond à la réponse archaïque du corps lors d'un danger pour inciter à la fuite. La fréquence respiratoire augmente sans qu'il y ait d'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans le sang. Il se produit alors un gain net d'oxygène dans le sang, le dioxyde de carbone constituant une des voies d'évacuation des charges acides. Une perte d'acidité provoque un gain de base, c'est l'alcalose d'origine respiratoire. Pour des raisons de perméabilité membranaire, les conséquences cliniques se portent plus rapidement et préférentiellement sur un champ clinique neurologique. Dans l'alcalose respiratoire, la concentration en ion H+ baisse, donc la concentration plasmatique en ion potassium monte. Ceci vient amplifier la symptomatologie cardiaque à type de palpitation, dont le terrain a été préparé par le blocage en inspiration du diaphragme qui allonge le péricarde. Au regard de ces explications, il est aisé de comprendre que la respiration est l'outil essentiel dont nous disposons à chaque instant pour agir consciemment et efficacement sur notre santé. Nous vous invitons maintenant à découvrir que la respiration est également un outil privilégié à notre disposition pour notre développement personnel.